Intensément ma peau et la satine. Elle retrouve toute sa douceur et son éclat naturel. La nutritive satinant Mixa aux qualités pures. Le soin des peaux mat ou foncées, c'est Mixa. Mixa, c'est aussi une gamme complète de soins pour nourrir et parfumer les peaux les plus délicates aux peaux les plus sèches. Ce programme vous est offert par... Ce programme vous est offert par... Ça ne sera pas pour demain jeudi comme annoncé. Le congrès de tous les enjeux a été reporté au mardi 15 octobre prochain. Sensibiliser les citoyens et les entreprises sur le rôle de la poste dans la vie et sa contribution socio-économique, c'est l'objet de la journée mondiale de la poste célébrée ce mercredi. Antenna, le journal Patricia à Mouli. C'est toujours un plaisir pour moi de vous informer, mesdames, messieurs. Bonsoir. C'est sûr que le congrès promis par le président de la République pour demain, jeudi 10 octobre, a été reporté pour mardi 15 octobre 2013. L'absence du Premier ministre Augustin Matata Ponyo serait la donne qui a prévalu à ce report. Suivez ce récit d'Éric Izami. Promis par le chef de l'État au cours de la cérémonie de clôture des concertations nationales samedi 5 octobre dernier, le congrès qui devait être convoqué par Joseph Kabila jeudi 10 octobre 2013 a été reporté à mardi 15 octobre 2013. Le président de la République, ayant reçu l'ensemble des recommandations de délégués aux concertations nationales, a annoncé qu'au cours de cette plénière de l'Assemblée nationale et Sénat réunis en congrès, il donnera des grandes décisions qui certainement auront une incidence sur la marche de la République démocratique du Congo. Du coup, l'opinion se pose la question du pourquoi de ces reports quand on sait que le chef de l'État a aussi, dans son discours, déclaré que le délai de sa réaction sera court. Ainsi, à propos, il faut relever qu'en ce net instant, le Premier ministre, chef du gouvernement Matata Ponyo, et avec lui d'ailleurs un bon nombre de ministres à Washington, aux États-Unis d'Amérique, pour justement plaider la cause du Congo-Kinshasa, surtout en ce qui concerne les investissements au pays. Le président de la République a promis que tout sera fait dans le sens de donner une force considérable à la cohésion nationale qui doit être cimentée. Des décisions devront aussi s'attaquer également à la résolution rapide du problème d'insécurité cyclique dans la partie est de la République démocratique du Congo et aussi l'allègement du coût de la vie devenu de plus en plus intenable pour plus d'un Congolais. Même si le congrès promis a été reporté au mardi 15 octobre 2013, l'on se pose quand même la question de savoir quelles sont, selon les politiques, les grandes décisions que le président de la République, Joseph Kabila, peut prendre après les concertations. Éric Izami et Blaise Zunda ont promené leur micro auprès des acteurs de toutes les tendances ce mercredi 9 octobre 2013 et vous propose ce reportage. Mais vous savez que le chef de l'État a toujours été quelqu'un qui surprend. Donc, il a surpris les amis, la nation, le 15 décembre 2012, en parlant des concertations nationales, au moment où personne ne s'y attendait. Il a convoqué les concertations nationales. Ce n'est pas parce que je n'y étais pas là. J'ai suivi pas à pas les concertations nationales. Maintenant, il lui appartient de matérialiser la volonté de construire un Congo nouveau. Nous ne sommes pas concernés par ça, nous de la coalition pour le vrai dialogue, ni de près ni de loin. D'ailleurs, je vous dis que le jeu du congrès, l'opposition ne sert pas dans la salle. Nous n'allons pas, nous, aller cautionner toutes ces décisions qu'il va prendre. Ce pas des concertations qui n'étaient pas inclusives, qui étaient taillées à sa mesure. On n'attend rien de toutes ces décisions. Moi, je pense que pour eux, ce qu'ils vont faire, c'est seulement élargir sa majorité avec les anciens opposants qui l'ont rejoint et c'est partager les postes dans le ministériel. L'importance d'organiser les élections municipales et locales dans les nouvelles villes et communes telles que créées par le dernier décret du Premier ministre.
Alors, le Premier ministre a créé 70 civils, par son décret, 70 civils, et à peu près 240 communes. Et moi, je trouve que c'est extrêmement important de doter ces nouvelles villes, ces nouvelles communes, des organes politiques constitués des élus. La situation sécuritaire dans le Nord Kivu est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et le casque bleu de la MONUSCO. En visite à Goma, le patron de la MONUSCO, Martin Kobler, a relayé le message des ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU qui ont mis en garde tous les groupes armés opérant dans la partie est du pays. Suivez la rencontre hebdomadaire Nations Unies Presse avec Patrick Borel-Mukendi et Dusen Bilibili. La situation sécuritaire au Nord Kivu est sous contrôle. De forces onusiennes et congolaises contrôlent la ville de Goma et ses alentours. En dépit d'une tension observée sur les lignes de front situées dans la partie nord de la ville de Goma. En visite à Goma dernièrement, le membre du Conseil de sécurité de l'ONU ont lancé une mise en garde contre les groupes armés qui troublent l'est de la RDC. Du Conseil de sécurité ici dans la région. Deuxième petit point, c'est la situation ici militaire. Nous avons, et politique, nous avons les entretiens de campagne. Je suis confiant que ça va être conclu très bientôt parce que, comme nous avons toujours dit... Par ailleurs, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Martin Kobler, a inauguré mardi 8 octobre le tout premier centre de presse de la MONUSCO à Goma. Ce nouvel outil vient compléter les autres outils comme la radio Okapi, ONU Reportage et les médias sociaux. Il est à noter qu'une femme a été élue à la tête de l'UNESCO depuis sa création en 1948 pour un second mandat. Irina Bokova prend les fonctions de directrice générale de cette organisation des Nations Unies. Et la Commission électorale nationale indépendante CENI a clôturé ce mercredi 9 octobre ses réflexions avec le parti politique après avoir rencontré le chef coutumier, les églises et les organisations féminines. Quelle que soit leur idéologie, ces formations politiques ont salué l'initiative de ces cadres de concertation pour un dialogue permanent, nous disent Eric Izami et Blaise Nda. Il faut absolument améliorer à la lumière de recommandations formulées aux concertations nationales le processus électoral en RDC. La CENI a réuni à ce sujet mercredi 9 octobre le parti politique de tous bords. Dans leur échange, l'abbé président Malou Malou a explicité le pourquoi la CENI a tenu à inviter les formations politiques à cette étape pour partager et se fixer sur les efforts à conjuguer ensemble en vue de réussir l'organisation des élections en RDC. D'informer tous les acteurs politiques avec équité et de recueillir aussi la contribution des partis politiques de manière transparente. Les 13 membres qui constituent l'Assemblée plénière de la CENI, organe de décision, d'orientation et de contrôle, ont décidé donc de vous inviter à cette matinée d'échange autour de 2 points principaux. D'abord, échanger ensemble sur la manière d'organiser le forum des partis politiques. L'initiative a été saluée par les uns et les autres. Donc je trouve que l'initiative est bonne parce qu'il faudrait échanger, parce que quand on est dans l'ignorance, on peut croire qu'on est floué, on peut croire qu'il y a des agendas cachés, mais quand il y a des rencontres pareilles, c'est transparent, ça peut nous amener à donner encore la crédibilité. L'abbé Malou Malou a invité chacun à honorer son engagement, qui pour la production de textes législatifs, qui pour le financement, qui d'autres pour la mise en place des instances judiciaires devant régler les contentieux électoraux. Et le 8 novembre 2013 prochain, la CENI et les partis politiques se reverront pour parler de la feuille de route de cette institution d'appui à la démocratie.
Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a quitté Kinshasa dimanche 6 octobre dans la soirée pour Chicago aux États-Unis. Il participe au forum sur les climats des affaires en Afrique. Son service de presse vous présente dans ce commentaire son passage à la bourse de Chicago. Suivez. Chicago aux États-Unis d'Amérique a sorti sa plus belle robe. La ville accueille pendant 2 jours le forum sur l'amélioration des climats des affaires en Afrique. La République démocratique du Congo, qui a depuis marqué des points dans ce domaine, n'est pas restée en marge. Joseph Kabila Kabange a dépêché sur place aux États-Unis d'Amérique son Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mampon. L'enjeu est détail. Le chef du gouvernement, qui est à la tête d'une forte délégation d'environ 4 ministres et plusieurs directeurs généraux d'entreprises publiques, doit faire les lobbying pour le compte du pays. D'ailleurs, Kinshasa ne manque pas d'arguments dans ce domaine. Sous l'impulsion du président de la République, Matata et son équipe ont réussi à faire passer tous les voyants de l'économie nationale au vert. La RDC affiche aujourd'hui une croissance économique de 8,2%, une des meilleures moyennes en Afrique. Le cadre macroéconomique est stable, le taux d'inflation est à 1 chiffre et les réserves en devises ont explosé. Autant d'arguments que le Premier ministre mettra certainement sur la table lors de son intervention à ces forums ce mercredi pour vendre l'image de la République démocratique du Congo. Avant son allocution à ces forums, Augustin Matata Ponyo Mampon a déployé une intense activité à Chicago. Le Premier ministre a été reçu à la bourse de Chicago. C'est une institution financière spécialisée dans les activités agricoles, d'élevage, des mines et des finances. La bourse, qui a déjà fait ses preuves, traite avec plusieurs pays émergents dont le Brésil, l'Afrique du Sud et la Malaisie. Et la République démocratique du Congo, qui envisage son émergence d'ici 2030, est intéressée. Après plus d'1 heure de séance de travail, les autorités de la bourse de Chicago se disent prêtes à venir travailler en République démocratique du Congo. C'est donc un pari de plus gagné par l'émissaire de Joseph Kabila Kabange à Chicago. Revenons à Kinshasa pour vous dire que le ministre de l'enseignement primaire et secondaire et professionnel, Maker Mwambou, s'est entretenu avec le gouverneur des provinces mardi 8 octobre dans son cabinet de travail. Les discussions ont porté sur la problématique de la bancarisation des enseignants, leur mécanisation et la gestion de 100 millions de francs congolais alloués à la construction des 100 écoles. Les détails avec Dieu merci Nzob Mabiala et Pépito Matondo. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour au cours de cette rencontre entre le ministre de l'FSP Maker Mwambou et les gouverneurs des provinces. Premièrement, la bancarisation qui se fait à l'intérieur de toutes les provinces avec beaucoup de succès, mais également à ce sujet nous avons tenu à rappeler quelques difficultés que nous rencontrons sur le terrain avec la paie des enseignants, parce que les banques ne sont pas partout et qu'à ce stade, le ministre a tenu à nous préciser que, vu ces difficultés, on a choisi Caritas pour devoir combler les petits problèmes qui se posent et que jusqu'à ce niveau, il y en a encore à l'intérieur de l'ensemble du territoire national au sujet de cette bancarisation. Ensuite, nous avons abordé la question des écoles à reconstruire. Il se pose des fois des petits problèmes sur ceux qui ont gagné les marchés, dans le suivi de ce qu'il faut sur le terrain, et qu'à notre niveau, nous avons demandé que cette communication entre les ministères et les provinces soit régulière pour qu'on suive, parce que par expérience, on a même eu des gens qui ont eu des fonds et qui se sont volatilisés dans la nature. Et nous devrions éviter ce genre de situations en suivant au cas par cas ceux qui ont gagné les marchés, pour qu'au niveau des provinces, nous sachions qu'est-ce qui est fait où et à quel moment on doit achever la construction, quels sont les crédits qui ont été alloués aux différents intervenants, pour qu'à notre niveau, nous sachions qu'est-ce qu'il faut faire. Maker Mwambou Famba a en outre sollicité l'accompagnement des gouverneurs dans la mise en œuvre de la gratuité de la transformation des écoles d'enseignement général et normal en enseignement technique et formation professionnelle. En bref, en marge de la journée mondiale de la vue célébrée chaque 10 octobre, le ministre de la Santé publique, le docteur Félix Kabange Numbi, s'est adressé à la population en vue de leurs invités à l'action dénommée « Faites tester vos yeux » prévue pour jeudi 10 octobre à Massina, Siforko. Les statistiques 2011-2012 sur les violences sexuelles en République démocratique du Congo ont été présentées au Chevalier de la Plume à l'issue d'un point de presse tenu par le ministre du Genre et le Fonds des Nations Unies pour
la population mardi 8 octobre. Au total, 7848 cas déjà enregistrés au premier trimestre 2013, soit 44 cas par jour et donc 2 cas par heure. C'était au Fleuve Congo Hotel, Willy Kacha, Patrick Borel-Mukendi. L'ampleur de violences sexuelles en République démocratique du Congo a constitué l'essentiel du point de presse que le directeur exécutif de l'INFPA, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, le secrétaire général de l'IPPF et le ministre du Genre, Famille et Enfants ont animé à l'hôtel du Fleuve ce mardi 8 octobre. Devant les chevaliers de la plume, les orateurs du jour ont fait le tour d'horizon de la situation de violences sexuelles et les différentes actions entreprises par le gouvernement et les partenaires en santé pour combattre ce phénomène qui ne cesse de prendre des allures inquiétantes. En ce qui concerne l'UNFPA, il a dit que l'UNFPA est en train de joindre sa voix à celle du secrétaire général. L'UNFPA est en train de joindre sa voix à celle de la représentante spéciale des Nations Unies, Mme Bangoura, en charge donc de violences sexuelles et de violences basées sur le genre. Donc il s'est engagé à ce qu'on puisse fournir les services aux femmes et aux filles qui en ont besoin. Il a martelé sur 2 éléments. Le premier étant le fait qu'on doit œuvrer dans le sens à stopper la violence contre les filles et les femmes. On doit aussi améliorer les statuts des femmes dans ce pays. On doit particulièrement veiller à ce que les filles soient envoyées à l'école, les filles puissent demeurer longtemps à l'école. Geneviève Inagozi et sa collègue de la justice ont appelé les Quinoises et Quinois à une forte mobilisation pour dénoncer les auteurs de ces actes désolants en vue d'une sanction exemplaire. Les Nations Unies, à travers l'UNFPA et l'IPPF, se sont résolus de doubler leur assistance au profit de la lutte contre les violences sexuelles et les problèmes liés à la santé de la reproduction en République démocratique du Congo. Cette nouvelle a été annoncée aux femmes de la zone de santé de Kikimi dans la commune de Kimbantseke mardi 8 octobre 2013 lors de la visite dans cette partie de la capitale du directeur exécutif de l'UNFPA, du secrétaire général de l'IPPF et du secrétaire général adjointe des Nations Unies en charge des violences sexuelles. Encore une fois, un reportage de Willy Kacha. C'est dans l'après-midi de ce mardi 8 octobre que le directeur exécutif de l'INFPA et la secrétaire générale adjointe des Nations Unies en charge des violences sexuelles ont visité un centre de santé à Kimbantseke. L'objectif de cette visite était de palper du doigt les problèmes qu'éprouvent les femmes avant, pendant et après la grossesse par rapport à la planification familiale. Dans cette zone de santé de Kikimi, Babatunde et Zainab Bangoura ont exprimé aux 250 femmes trouvées sur place leur assistance de concert avec l'IPPF. Ce centre de santé a reçu pour ce mardi 8 octobre les femmes et les jeunes filles soucieuses non seulement de planifier les naissances, mais aussi de comprendre les biens fondés de la planification familiale. Au ministère de la Santé, les directeurs exécutifs de l'INFPA et le secrétaire général de l'IPPF ont eu une réunion technique avec le ministre de la Santé, Félix Kabange. Il a été ici question de comprendre la situation de la planification familiale en RDC à partir des indicateurs de la santé maternelle et infantile. Il se dégage de ces évaluations les taux très forts de la fécondité en RDC par rapport à d'autres pays et les naissances rapprochées accroissent la mortalité infantile en RDC. Aussi, sur 3 360 000 accouchements en 2012, 1 530 080 grossesses n'ont pas été désirées. Plus de 120 000 adolescents ont les grossesses précoces. Face à cette situation, le directeur exécutif de l'INFPA a pris l'engagement d'atteindre 1 million de nouvelles acceptantes dans une année. Il a également promis de renforcer les stratégies de mobilisation pour alléger le secteur médical en soutenant sans arrêt le travail de pairs éducateurs. Le secrétaire général de l'IPPF, quant à lui, a promis de travailler avec le ministère de la Santé, même dans les moments difficiles. L'IPPF et l'INFPA vont dans les prochains jours doubler les fonds qu'ils allouent à la RDC.
La communauté internationale célèbre le 9 octobre de chaque année la journée mondiale de la Poste. L'objectif de cette journée est de sensibiliser les citoyens et les entreprises sur le rôle de la Poste dans leur vie et de sa contribution socio-économique. À Kinshasa, la SCTP, Société Congolaise de Poste et Télécommunications, a organisé une manifestation à cet effet. Nora Olondo Iloua, Josène Belebele étaient présents pour le compte d'Antena. Devant le staff dirigeant et de plusieurs invités, la SCPT a commémoré la journée de la Poste. Dans ce nouveau monde marqué par l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication, faudrait-il maintenir le secteur postal traditionnel? Placide Batika, ADG de la SCPT, répond. Les nouvelles technologies de l'information font que la Poste se réajuste, utilise ces outils comme moyen pour se développer. Au contraire, c'est un plus pour la télécommunication, pour la Poste. Les nouvelles technologies ne tuent pas la Poste, mais redéveloppent, rendent efficient les services que la Poste peut offrir. Et qu'en est-il de l'état de lieu de la Poste actuelle? L'état de lieu que je peux faire de la journée, c'est que vous savez, la Poste a été au garage depuis un moment. Maintenant que tous les signes sont bons, nous reprenons la vie. Vous savez que rien ne peut remplacer la Poste. La Poste a refusé de mourir, elle reprend sa vie. Nous avons signé des partenariats avec des entreprises qui commencent à faire confiance à la SCPT pour que la SCPT puisse jouer son rôle qui consiste à collecter, acheminer et distribuer les courriers de personnes comme des entreprises. Malgré la place accordée aujourd'hui aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'ADG de la SCPT estime que la Poste garde toujours son importance dans la société. La Fondation Bralima, dans son volet social, a procédé à la distribution des kits scolaires mardi 8 octobre 2013 dans quelques ONG de la capitale. Quelques enfants de parents vivant avec handicap ont aussi bénéficié de ce dont Magali Sissi et Guy Mawessi pour le détail. La Fondation Bralima ne se lassera pas de s'investir pour le bien-être social. Tenez, ce mardi 8 octobre 2013, elle est allée avec à la tête Sylvain Malanda et l'ONG Le Geste rendre visite les enfants sourds muets encadrés au centre Bondeko Telema à Binza Delvaux de la commune de Ngalima. Ici, la Fondation Bralima a fait preuve de sensibilité en distribuant des sacs, cahiers, stylos et autres fournitures scolaires pour subvenir à leurs besoins. Car ces enfants vivant avec handicap reçoivent une instruction complète. Certains apprennent même la coupe et couture. Cette action sociale est saluée par le directeur du centre, le responsable de l'ONG Le Geste et l'un des bénéficiaires. Nous, en tant que responsables de l'ONG, nous ne pouvons que remercier la Fondation Bralima et nous savons que dans les jours qui viennent, nous pourrons encore faire autant de choses pour cette catégorie de personnes. Au président de la Fondation Bralima et Madame Nana qui nous a accompagnés, c'est un geste qui m'est allé tout droit au cœur. Et Dieu vous bénisse. La Fondation Bralima ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Elle a encore approché les enfants des parents vivant avec handicap résidant sur l'avenue Mouchi numéro 38 dans la commune de Lingwala. Le même geste a été posé, c'est-à-dire la distribution des kits scolaires pour contribuer à la scolarisation de ces enfants. Au nom de l'association des personnes vivant avec handicap, Patrick Libandi a remercié la Fondation. A remercier la Fondation Bralima pour ces gestes vraiment très significatifs parce que nous sommes des parents vivant avec handicap, mais nos enfants que nous mettons au monde ne sont pas des personnes avec handicap. La Fondation Bralima a clos son action humanitaire au quartier Banounou 3A dans la commune de Matete, où se trouve le siège de la Fondation Zoé d'Or de Madame Justine Moukendi, qui s'occupe du reste des enfants démunis. Ici encore, des fournitures scolaires ont été données gratuitement à ces vulnérables arrachés de l'affection parentale. Pour Justine Moukendi, l'action de la Fondation Bralima mérite des éloges. Je suis ravie de voir Fondation Bralima qui vient nous visiter pour nous donner quelque chose pour les enfants. Représentant de la Fondation Bralima, Sylvain Malanda a à son tour expliqué le sens de ce geste. Ce geste de cœur que nous venons poser à l'endroit des enfants symbolise tout simplement la devise de la Fondation Bralima qui est s'investir pour le bien-être du Congo. L'acte charitable est posé par la Fondation Bralima aux autres d'emboîter le pas.
En page internationale, Barack Obama plus ferme et déterminé que jamais après une semaine de shutdown sans budget pour l'État fédéral. Le président américain a mis la pression sur les républicains alors que la menace d'un défaut de paiement des États-Unis se profile si le relèvement de la dette n'est pas voté avant le 17 octobre 2013. Reportage Euronews. Une semaine après le début d'une paralysie partielle de l'État fédéral, Barack Obama a de nouveau exhorté les républicains à voter un budget. Le président américain a également mis en garde sur les conséquences d'un défaut de paiement du pays si un vote sur le relèvement du plafond de la dette n'avait pas lieu d'ici 8 jours. Dès que le Congrès va voter pour rouvrir le gouvernement, il devra aussi voter pour assurer les engagements de notre pays, payer nos factures, relever le plafond de la dette. Car tout aussi grave que la paralysie budgétaire, la paralysie économique causée par un défaut de paiement des États-Unis serait bien pire. Maître de l'agenda, le président de la Chambre des représentants, le républicain John Boehner, exige avant tout vote des concessions de l'exécutif en matière de dépenses sociales. Il campe donc sur ses positions. Ce que le président a dit, c'est que les républicains devaient capituler sans condition pour qu'il accepte de dialoguer, dénonce-t-il. Ce n'est pas une manière de gouverner. Les effets du shutdown se font de plus en plus sentir à travers le pays. Ainsi, l'activité touristique tourne au ralenti. Les milieux d'affaires qui avaient dans un premier temps minimisé son impact en constatent désormais les conséquences. Les journaux parus ce 9 octobre dans la capitale ont été lus pour vous par Polydor Ngaziamé et commentés ici par Natacha Bomongo. Revue de presse. Bonsoir. Dans le collant de sa parution de ce mercredi 9 octobre, La République revient sur les résolutions de concertation nationale qui, selon ce quotidien, sont claires sur la question du gouvernement. Matata Ponyo ne tombera pas. Son gouvernement n'a pas été contesté par le concertateur, ce qui est une preuve suffisante qu'il mène bien la barque. Ainsi, poursuit le journal, pour ceux qui pensent un élargissement de l'équipe gouvernementale, la question serait de renforcer Matata avec 2 hommes suffisamment outillés, prêts à mettre leur intelligence au service de la nation. Matata est assuré de garder la primature, affiche le guide, qui cite les sources diplomatiques, tandis que son équipe ne connaîtra qu'un élargissement. De l'actuelle ossature, précise le quotidien, s'adjoindraient quelques opposants parmi lesquels le MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba, et de membres de forces sociales en tenant compte de l'élargissement de la majorité de manière à préserver les acquis de la démocratisation. Mais selon un sondage du cabinet Le Point fait savoir Africa News, la course à la primature se joue entre l'actuel Premier ministre, l'ex-gouverneur de la Banque centrale, Jean-Claude Massangou, et l'actuel président du Sénat, ce qu'il qualifie des derniers tiercés. À en croire le résultat de ces sondages, 89% des Quinois préfèrent voir l'actuel chef du gouvernement ainsi que tout son gouvernement poursuivre les différentes réformes initiées. Entre-temps, renseigne La Prospérité, le locataire de la primature se trouve au front aux États-Unis d'Épisières. À la tête d'une forte délégation, le chef de l'exécutif congolais va notamment conférer avec de membres du gouvernement américain, de représentants de grandes organisations multilatérales ainsi que des opérateurs économiques. Géopolis Hebdo parle du rendez-vous avec l'histoire pour Joseph Kabila qui doit parler devant le Congrès au Palais du Peuple. Le chef de l'État est appelé à donner son interprétation présidentielle de cogitation de ses compatriotes tout au long de concertations nationales. Ici, souligne les tri hebdomadaires, l'enjeu n'est pas le contenu de décision, mais plutôt le pari fait partout pour savoir dans quelle direction le président va orienter ses réflexions. À l'Équateur, alerte La Prospérité, de chefs coutumiers sont fâchés contre les députés fidèles Babala. Ils ont décidé de hausser les tons face à ce qu'ils qualifient de comportement malsain de cet élu face à sa collègue Janine Mabunda. Il a, note le journal, proféré de paroles frôlant des attaques individuelles contre l'élu de l'Équateur Janine Mabunda au cours de travaux de la thématique économie, secteur productif et finances publiques. Dans une déclaration publiée hier, ces autorités coutumières invitent toutes les instances à s'y impliquer pour tirer au clair cette situation.
Enfin, le dépêche de Brazzaville signale un nouveau pas marqué vers l'amélioration de la desserte en eau potable dans la province du Bandundu. Le lancement de travaux de construction des installations de production et de distribution d'eau potable de Bandundu-Ville exprime suffisamment pour le quotidien l'ambition de l'exécutif national d'atteindre le taux d'accès de 56% d'ici à l'horizon 2016. Bonne suite de programme sur Antena. Cette revue de presse est terminée. Au revoir. C'en est fini pour ce soir. Ce journal a été coordonné par Odan Joseph Bongambo et merci à toute l'équipe technique. Au revoir. Par Airtel Money. Ma peau a un grand besoin de nutrition. Pour les peaux mates ou foncées, il n'y a pas mieux que le lait corps satinant Mixa. Sa force, c'est le karité pur. Il nourrit intensément ma peau et la satine. Elle retrouve toute sa douceur et son éclat naturel. Lait nutritif satinant Mixa au karité pur. Le soin des peaux mates ou foncées, c'est Mixa. Mixa, c'est aussi une gamme complète de soins pour nourrir et parfumer les peaux les plus délicates.